Nous avons besoin de vous. 1 million de personnes sont abonnées à notre chaîne YouTube et pourtant, nous sommes encore fragiles. La censure bancaire du pouvoir a mis en danger notre survie financière. Aidez-nous à construire notre budget pour l'année prochaine afin d'assurer notre mission, rester à vos côtés et vous informer en toute indépendance. Nous comptons sur vous dès maintenant. Mon invité aujourd'hui est Rodolphe Carr, il est collaborateur à la revue Éléments, il est auteur de plusieurs ouvrages, dont un récemment sur le fils de Nicolas Sarkozy, mais là il vient nous parler de son dernier livre, Mélenchon, le bruit et la fureur, portrait d'un révolutionnaire, paru aux éditions de la Nouvelle Librairie. Bonjour Rodolphe Carr. Bonjour. Alors, c'est un ouvrage d'environ 300 pages qui se lit très facilement pour que vous puissiez situer. Il y a des petits chapitres thématiques, c'est 7-8 chapitres qui permettent de revenir sur les différentes facettes de Jean-Luc Mélenchon et sur la dynamique insoumise qu'il a insufflée depuis maintenant presque une décennie. Et dès le début de cet ouvrage, et dès le début de cette interview surtout, je vais revenir sur les origines idéologiques de Jean-Luc Mélenchon avec Rodolphe Carr. Alors, vous revenez sur les origines trotskistes de Jean-Luc Mélenchon. Quelle relation entretient-il avec cette assise intellectuelle et idéologique qu'est le trotskisme pour lui? Oui, c'est vraiment fondamental pour Jean-Luc Mélenchon. Il s'engage à l'organisation communiste internationaliste, la fameuse OCI, vraiment très très jeune, à peine à l'âge de 20 ans. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que son nom, parce que les trotskistes aiment bien se donner des surnoms, c'est Santerre. Santerre, c'est ce chef de la garde nationale qui avait amené Louis XVI à l'échafaud. Donc comme un avant-goût quelque part du parcours politique de Mélenchon. Et oui, il va donc entrer dans cette organisation et vraiment il va prendre les plis de l'organisation trotskiste, c'est-à-dire une structure pyramidale, vraiment portée sur la stratégie de conquête du pouvoir. Là, à mon avis, ce qui fait aussi de Mélenchon un personnage politique supérieur par rapport aux autres, c'est que vraiment il a fait sien cette maxime militaire bien connue qu'il faut toujours faire prévaloir la stratégie sur la tactique. C'est-à-dire le point de mire, la stratégie qu'est la conquête du pouvoir, la transformation de la société, et les tactiques, on est un peu obligé de les accommoder selon l'époque, selon ce qui se passe dans le monde politique intérieur ou même extérieur. Et c'est là-dessus que Mélenchon a toujours eu, à mon avis, une position assez intéressante parce que c'est un véritable caméléon, il sait s'adapter à son époque et vraiment il est, obnubilé par une chose, c'est-à-dire au moment où on a des points de bascule d'une société, les fameuses bifurcations, quand un État entre dans un autre État, un système entre dans un autre État qui fait qu'il n'y a pas de retour en arrière. L'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours d'être à l'avant-garde pour essayer d'orienter dans son sens, donc dans le sens internationaliste, parce que c'est un rouge, c'est un trotskiste. Et donc oui, il a vraiment fait sien cette structure pyramidale du parti, assez autoritaire, où il y a vraiment à chaque fois deux choses qui vont de pair avec la stratégie, c'est l'éducation et le conflit. Là aussi, c'est très important. Le conflit permet d'avoir une conscientisation pour la classe populaire, ou en tout cas pour la classe ouvrière ou prolétaire, selon l'ancien logiciel marxiste. Mais vraiment, oui, c'est là qu'il il a appris à faire de l'entrisme, à entrer dans des structures Ce qu'il avait fait avant avec le Parti Socialiste, parce qu'il vient de l'OCI, il reste assez peu longtemps dans l'OCI, puisque c'est surtout un lieu de passage, un lieu de formation, l'OCI, puisque finalement c'est resté toujours marginal, même si ça a produit des personnalités politiques de premier plan. On peut mentionner par exemple Jospin, Cambadélis. Jospin qui fera de Mélenchon un de ses ministres. Exactement, dans les années 2000, de 2000 à 2002. Et c'est vrai que oui, il entre à l'OCI, à l'Organisation communiste internationaliste, en 1972. Il entre au Parti socialiste en 1977, sous la férule de Claude Guermont, qui était vraiment un féodal du Parti socialiste à l'ancienne. Et là où c'est aussi intéressant, c'est qu'on l'a revu ces dernières années, renouer des liens avec dorénavant le POI, qui est le nouveau Parti ouvrier indépendant. Donc, la filiation de l'OCI. Voilà, exactement. Et il a même placé quelques candidats du POI aux législatives, qui sont devenus députés. Il y a un membre du POI qui est à l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas été beaucoup souligné, mais qui est rattaché par contre à l'ANUP.
Exactement, et c'est pour ça que le chapitre ou le sous-chapitre que j'intitule sur son aspect trotskiste, je l'intitule « Trotskar jusqu'à la mort », parce qu'il reste un trotskiste, même si bien évidemment il a un petit peu changé. Et d'aucuns ont même pu dire que pourquoi pas son entrée dans la franc-maçonnerie en 1983 est aussi une logique d'entrisme. On sait à quel point les trotskistes ont, fait une stratégie d'entrisme au sein du Grand Orient avec d'autres personnalités. Alors, on ne pourra pas le savoir s'il est entré justement pour faire de l'entrisme, mais en tout cas, on peut le soupçonner, oui. Il y a toujours cette difficulté à voir ce qui est de l'entrisme ou de l'opportunisme, parce qu'il y a aussi une carrière qui se joue derrière, une avancée. Et pour lui, c'est une carrière qui est quand même longue et assez réussie en termes de cursus honorum pour la 3e et la 5e République. C'est qu'il a été parlementaire quand même pendant 3 décennies. Et vous rappelez justement à ce propos, et c'est quelque chose qui doit un peu l'agacer, c'est que finalement, ce que lui rappelle pas mal de gens, c'est que c'est un bourgeois, Mélenchon. Bien sûr. Oui, et c'est le sous-titre de mon livre, c'est « Portrait d'un révolutionnaire ». Et certains m'ont fait, en tout cas, des petits reproches en me disant « Mais pourquoi vous qualifiez Jean-Luc Mélenchon? C'est un apparatchik, c'est un bourgeois, c'est quelqu'un, comme vous venez de le mentionner, qui a fait toute sa vie dans la vie politique. » Alors oui, c'est certain que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un Che Guevara, c'est pas un Patrick Pierce. Il n'empêche, parfois, il y a aussi des révolutions silencieuses. Et est-ce que les révolutions silencieuses d'appareils, d'institutions ne donnent pas plus d'effets sur la longue? Ça aussi, c'est un débat, à mon avis. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu le qualifier de révolutionnaire, parce qu'il a une doctrine révolutionnaire, il a une volonté de transformation des institutions en profondeur, une volonté de transformation de la société française. Donc c'est pour ça, à mon avis, que le qualificatif de révolutionnaire n'est absolument pas usurpé pour lui. Et alors, il y a un chapitre qui porte sur Jean-Luc Mélenchon, l'écolo urbain. Alors, c'est un aspect moins connu de Jean-Luc Mélenchon. Ce chapitre porte sur la confrontation qui est amenée par Jean-Luc Mélenchon entre la ville et la campagne. Alors, Jean-Luc Mélenchon, c'est le candidat de la ville? Ah, c'est totalement le candidat de la ville. Ça, c'est vraiment un aspect, à mon avis, qui a été trop sous-estimé chez Jean-Luc Mélenchon. Et il faut lire, pour s'en rendre compte, son dernier livre, Faites mieux, qui est sorti en 2023. Et j'ai même envie de dire que il y a même une continuité assez logique avec son parcours historique. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui naît à Tanger en 1951 et il va être un rapatrié du Maghreb, il va être un rapatrié en 1962 et il s'installe en Normandie. Et lorsqu'il arrive en Normandie, donc assez jeune, pour lui, c'est une véritable fracture. Il aura des paroles très dures contre les paysans, contre les petits Normands enracinés. Il les traite de bouseux, de cutéreux. Il y a même cette phrase, on peut renvoyer nos téléspectateurs à cet extrait où Jean-Luc Mélenchon disait sur une onde de radio qu'il se sentait mal quand il était entouré que de blonds aux yeux bleus. Parce que lui, il est vraiment dans cet idéal du Maroc multiculturel, mélangé, cosmopolite, si je puis dire. Et donc, c'est pour ça que lui va mettre en opposition le modèle urbain et le modèle, on va dire, des territoires, du terroir, de l'enracinement, des générations qui se succèdent. Parce que pour lui, la ville, c'est le modèle de demain. Il revient toujours sur cet élément. Il dit, moi, quand j'ai grandi et quand je suis né dans les années 1950, une partie, ou en tout cas la grande majorité des populations vivaient à la campagne. Aujourd'hui, en tout cas en Europe ou dans l'Occident, ça s'est inversé. On a plus de populations qui vivent dans les villes que dans les campagnes. Et pour lui, et là, il a une lecture assez intéressante, c'est qu'il dit que c'est une bascule anthropologique. Parce que la ville, c'est les interdépendances. La ville, c'est la tabula rasa, c'est l'anonymat généralisé. La ville, c'est vraiment l'espace où on peut s'autodéterminer, déterminer son sexe, etc., etc. Et là, à mon avis, où il a aussi une vision intéressante, c'est qu'il dit que la ville reproduit une sorte de communisme instinctif parce qu'on devient tous dépendants les uns des autres, parce qu'on devient tous dépendants des mêmes réseaux. Le réseau Internet, le réseau de l'eau, de l'électricité, du gaz, etc., etc. Donc pour lui, ce logiciel, en tout cas, le fait que l'homme de demain soit l'homo urbanus, comme il le dit, là aussi c'est une rupture anthropologique et lui, il essaye de la penser et c'est pour ça qu'il est passé du prolétaire au citoyen. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne parle plus de révolution prolétarienne, mais de révolution citoyenne, par exemple. Ça m'amène justement à un élément que vous évoquez dans votre livre, c'est une espèce de contradiction chez Jean-Luc Mélenchon entre cet aspect très républicain, en fait c'est quelqu'un qui est imprégné d'esprit républicain, qui a des références toujours très républicaines, mais en même temps cet esprit républicain il se confronte de plus en plus et
tout particulièrement ces dernières années, avec ce qu'on a appelé l'indigénisme et ce qui a été pour lui finalement une démarche électorale d'aller chercher le vote immigré ou racisé, comme il peut dire. Est-ce que cette contradiction ne va pas être mortelle pour Mélenchon ? Je le pense, sur la longueur. Quelques chiffres à rappeler à nos téléspectateurs. En 2017, Mélenchon échoue à 600 000 voix près d'accession au second tour. En 2022, 400 000. 400 000, c'est à la fois beaucoup, mais c'est à la fois aussi très peu. Et à partir justement même de l'élection de 2017, vous saviez, à la France Insoumise, on avait un peu deux lignes qui s'opposaient, ou en tout cas qui cohabitaient. On avait la ligne plus souverainiste, laïcarde, jacobine, très axée sur la lutte sociale, en tout cas qui faisait prévaloir le combat social sur le combat sociétal. C'était un peu la ligne des anciens du parti de gauche. On retrouvait François Coq, Charlotte Girard ou Georges Kuzmanovic sur cette ligne. Et ensuite, à partir de 2017-2018, sous l'impulsion de Coquerel, véritablement, il va y avoir cette volonté de séduction des banlieues, ou en tout cas des périphéries des grandes villes et des ensembles urbains plutôt à majorité musulmane, comme vous l'avez dit, d'origine extra-européenne, et il y a une volonté en tout cas de les faire voter. Parce que Jean-Luc Mélenchon, on l'a encore dit dernièrement à l'Institut de la Boétie, qui est le centre de la formation de la France Insoumise, si on arrive à faire voter ces populations, qui sont des populations qui votent moins que les autres, que le reste de la population française, et ben là on a une chance en tout cas d'accéder au second tour. Et vraiment il faut les mettre en branle pour utiliser l'expression. Et donc oui, il y a eu ce changement de logiciel, et d'ailleurs ça s'est fait à travers diverses purges, parce que petit à petit, l'ancienne ligne plutôt souverainiste s'est fait peu à peu éjecter. Georges Kuzmanovic s'est fait éjecter, François Coq, etc., etc. Et c'est vrai que là-dessus, c'est quelque chose qui est assez spécifique à la gauche. À la gauche, quand on a différentes lignes au sein d'un même parti, pour faire le contrepoids à l'autre ligne, souvent on va s'appuyer sur la jeunesse. On appelle ça les promotions lénines, on va dire, à gauche. Et c'est vrai que là-dessus, Jean-Luc Mélenchon, il va toujours avoir une oreille attentive pour la jeunesse. Quand SOS Racisme se lance, on sait que SOS Racisme, aujourd'hui, c'est une opération montée depuis l'Élysée avec Jean-Louis Bianco, Jacques Attali et François Mitterrand. Et ben on sait, d'ailleurs, dès à l'époque, Jean-Luc Mélenchon va, nouer des liens avec SOS Racisme, avec Harlem Désir, mais aussi avec Julien Drey. Et ça, on va le voir tout au long de sa carrière, qu'il va avoir toujours une oreille attentive sur la jeunesse. Et quand il va falloir mener la purge en interne de son parti, et ben il va faire monter toute une partie de jeunesse radical. Comme Rima Hassan. Exactement. Même avant Rima Hassan, qui est un peu une dernière venue, on avait par exemple, vous devez vous en souvenir, Taha Bouaf, qui a été exclu parce qu'il y a eu quelques affaires en interne avec Taha Bouaf. Mais les premiers indigénistes, c'était Daniel Obono, c'était Taha Bouaf, et eux faisaient une vraie pression sur l'ancienne ligne laïcarde plutôt souverainiste. C'était Pena Ruiz, vous savez, c'était un philosophe assez laïque, et justement Taha Bouaf l'avait attaqué sur les réseaux en le traitant de vieux débris, de vieux fossiles, et petit à petit Jean-Luc Mélenchon, en s'appuyant sur cette radicalité de la jeunesse, a permis de faire cette purge en interne, et aujourd'hui autour de lui il a cette garde prétorienne de jeunes. Vous avez mentionné Rima Hassan, on pourrait aussi mentionner David Guiraud par exemple, qui sont des jeunes qui lui doivent tout, parce que Jean-Luc Mélenchon a appris ça aussi dans la stratégie trotskiste. Quand on a fait monter des gens qui nous doivent tout, ça nous permet d'avoir une garde prétorienne prête à nous défendre. Et sur le dossier de la Palestine, très récemment, on l'a vu aussi à quel point ça a permis de savoir qui étaient les timorés et qui se liguait derrière le chef Mélenchon. Ça a été plutôt une réussite, parce que cette campagne, notamment avec l'égérie Rima Hassan, ça a permis de faire un très bon score aux élections européennes, alors que toute la gauche était divisée. Et Rima Hassan a quand même apporté une voix qui était un peu rafraîchissante. Et quoi qu'on en pense, elle a dénoncé des crimes de guerre qui aujourd'hui sont avérés. Et ça s'avère une opération plutôt réussie pour Mélenchon. Oui, on a eu plusieurs sondages pour montrer que Jean-Luc Mélenchon était devenu la nouvelle bête pestiférée. Et c'est vrai que je pense la ligne pour eux a été difficile à tenir, mais ils l'ont tenue. Et aujourd'hui, on voit une chose, à mon avis, qui est centrale, c'est que si Marine Le Pen a son fameux butin de guerre, ou en tout cas a sécurisé cet électorat classe moyenne, classe populaire blanche périphérique, Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui est le seul
autre parti politique à avoir un butin de guerre, ou en tout cas avoir un électorat comme ça qui lui est dû, qui est l'électorat des banlieues. Il l'a sécurisé parce qu'il a tenu la ligne sur la Palestine. Là encore, il a pensé stratégique sur la longueur. Il savait que pendant des mois, il allait subir les colibets, les attaques, mais comment dire, il a tenu bon dans sa stratégie, bien évidemment. Mais il a tenu bon là-dessus, et ça lui a permis aujourd'hui de sécuriser cet électorat. À droite, on a un parti de masse aujourd'hui, qui est le Rassemblement national. Le Rassemblement national n'a pas besoin de faire d'union des droites. J'ai envie de dire, il est tellement imposant, il est tellement automoteur qu'il marche par inertie. Et vraiment, l'objectif de Mélenchon, c'était de devenir ce parti de masse. Donc, il a sécurisé cet électorat des banlieues, qui est un électorat qui est quand même moindre que l'électorat en face du Rassemblement national. Mais même, on a vu que dernièrement, une fois que cet électorat a été sécurisé, on voit une certaine ouverture sur le populisme. On l'a vu, par exemple, dénoncer les ingérences allemandes sur le projet du SCAF en défendant Dassault. On l'a vu aussi dernièrement s'attaquer un petit peu à l'Union européenne. Parce que Jean-Luc Mélenchon, une fois qu'il a sécurisé cet électorat de banlieue et aussi les classes moyennes prolétarisées, intellectuelles, vous savez, centre urbain, qu'on a bien retrouvé au moment du 10 septembre. En fait, le 10 septembre, c'était vraiment quelque chose d'assez urbain, un mouvement populaire qui a été récupéré, relativement urbain. Aujourd'hui, Mélenchon sait que sa future réserve de voix pour accéder au second tour, c'est les abstentionnistes. Et pour parler aux abstentionnistes, il faut plutôt revenir sur une logique, à mon avis, populiste. Et donc, vous verrez, c'est un pari que je fais en tout cas, dans les mois à venir, on va avoir un Mélenchon plus populiste, ou en tout cas anti-système. Et c'est pour ça que je me suis toujours méfié, ou en tout cas, le fait de présenter aujourd'hui Mélenchon comme le candidat anti-système, avec d'un côté la normalisation du Rassemblement national, il faut se méfier de cette stratégie. Parce que si Jean-Luc Mélenchon devient, le réceptacle des colères du peuple, parce qu'aujourd'hui on voit que le dégagisme de la classe politique, de la classe médiatique, ou en tout cas des élites, c'est quelque chose qui est très partagé dans la population française. Et si Jean-Luc Mélenchon devient ce candidat anti-système, ça se pourrait qu'il reproduise un petit peu sa grande présidentielle de 2017, où c'était vraiment une présidentielle d'un point de vue stratégique intéressante à analyser, parce qu'il avait remplacé les drapeaux rouges par les drapeaux bleu-blanc-rouge, il chantait plus sa Marseillaise que l'Internationale, donc vraiment là aussi il y avait une stratégie de conquête du pouvoir. Donc je pense, à mon avis, dans les mois à venir, on va voir ce petit changement. Mais ce socle que vous dites assez solide, notamment dans les banlieues, dans l'électorat disons racisé, arabo-musulman, ou en tout cas sensible notamment à la question palestinienne, est-ce que c'est pas un socle qui est très fragile? Parce que le problème de Mélenchon, et vous l'expliquez, c'est son malheur, c'est d'être blanc en fait. Il n'aime pas les blancs, il n'aime pas ce qu'il est. Et est-ce que si demain ces populations ont une incarnation qui est issue de la diversité, comme on dit, on voyait notamment récemment, il y avait la candidature de Teddy Riner qui était évoquée, qui a un discours sécuritaire qui pourrait s'apparenter à un discours plutôt de droite, un peu populiste ou en tout cas très démagogique, mais plutôt de droite sécuritaire. Et qui peut séduire une partie c'était chez Mélenchon qu'il aurait pris le plus de voix. Donc finalement, s'il y a l'original qui remplace la copie, aussi intelligente soit-elle, parce qu'il n'y aura probablement pas quelqu'un d'aussi intelligent que lui qui se positionnera, est-ce qu'il ne risque pas de voir tout cet électorat lui échapper et plus n'avoir qu'une petite cohorte de cheveux bleus et de profs un peu de gauche traditionnelle? Vous n'avez pas tort. Et d'ailleurs, moi, ça me rappelle l'exemple, vous savez, dans Soumission, le roman de Houellebecq, où le président qui accède au pouvoir, c'est un Macron maghrébin. C'est un Macron qui est ouvert sur les accords avec le Maghreb et avec les pays du Maghreb. Et là aussi, vous avez particulièrement raison, parce qu'on voit aujourd'hui qu'à l'extrême gauche, ou en tout cas à la gauche, il y a une incompatibilité pour faire advenir cette convergence des luttes. On voit que lors du mouvement du 10 septembre, moi j'avais des amis qui étaient dans les boucles Telegram en région. C'était intéressant de voir comment le mouvement a évolué. Le 10 septembre, au début, on avait des revendications plutôt antifiscales, assez souverainistes. Donc un mouvement, on va dire, transpartisan, que plutôt un mouvement populiste. Type gilet jaune. Voilà, type gilet jaune. En tout cas, il partait dans ce sens-là. Et moi, j'avais des amis dans les boucles Telegram en province qui me disaient, à chaque fois qu'on voulait ne serait-ce qu'un minimum orienté sur la question migratoire, mais même pas en parlant de la remigration, en disant juste, d'accord, il faut peut-être des barrières pour empêcher la fuite des capitaux, la fuite des entreprises, donc des revendications sociales, mais il faudrait aussi retrouver la souveraineté sur les frontières, donc quelque chose vraiment d'assez premier, ou en tout cas de rien d'extrême. Et là, directement, l'énergie d'extrême gauche avait infesté
ces groupes et excluait directement. Et au final, on s'est rendu compte de quoi? Que le mouvement du 10 septembre a complètement été noyauté par les groupes d'extrême gauche et on avait des revendications, à côté des revendications sociales qui étaient légitimes à la base, la cause de la Palestine agrégée, la cause de la défense des droits LGBT, de l'islamophobie, du sexisme. Donc des choses, comme vous l'avez très bien dit, qui parlaient que au petit cadre urbain. Et le grand absent du 10 septembre, c'était les classes populaires blanches, mais c'était aussi les banlieues qui, comme vous l'avez dit, n'ont pas réussi à faire venir, comme au moment des Gilets jaunes d'ailleurs. Donc oui, un des dangers à mon avis dans les années à venir pour Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y ait cette fracture et que la communauté, on va dire musulmane, pris au sens large du terme, bien évidemment, arrivent à se doter de leurs propres candidats, comme on le voit par exemple dans des pays comme en Angleterre ou même en Belgique, où là on voit qu'il y a vraiment eu un passage en tout cas de ceux qui conduisent le mouvement. Et c'est quelque chose qu'on va peut-être voir se développer dans les années à venir. On se souvient de cette prise de parole de Rima Hassan avec à côté une Mathilde Panot un peu apeurée, où Rima Hassan disait clairement aujourd'hui plus rien ne peut se faire sans nous. Le sous-texte est vous les Blancs, c'est très bien, vous êtes des alliés, mais aujourd'hui plus rien ne peut se faire sans nous. Et d'ailleurs, si vous prenez le cas de Ouria Boutelja, par exemple, des indigènes de la République, ils ne sont pas dupes de cela. Ils savent que c'est un accord circonstancié. Ils savent qu'il y a des différences fondamentales. Wissam Gzelka, qui est un streamer assez important de l'extrême gauche, le disait. Il disait Mélenchon, je sais qui il est, mais par contre, je sais qu'il peut être aussi, ou en tout cas, qu'il peut me servir de marchepied pour aussi faire avancer mes pions. Donc là-dessus, il y a vraiment, des alliés, mais des alliés qui se regardent en chien de faïence et qui se sépareront quand il le faudra, oui. Mais ça m'amène à une autre question qui devait être conclusive, mais on fera différemment. C'est est-ce que LFI pourra survivre à Jean-Luc Mélenchon? Parce que là, on va arriver, vous dites il est né en 1951. Exactement. On va arriver en 2027 à l'élection présidentielle. 2032, ça paraîtra peut-être plus compliqué pour lui, même si certains se tiennent bien à cet âge-là, mais de là à être président, c'est compliqué. Et vu les campagnes qu'il fait, l'énergie qu'il met dans les campagnes, est-ce que c'est évident qu'il puisse continuer? Et est-ce que le parti pourra vivre après lui? Et est-ce qu'il y a des personnalités qui se dégagent? Parce qu'on a l'impression d'avoir, comme vous dites, une garde prétorienne avec Bompard, des gens comme ça qui lui sont Clémence Guettet peut-être aussi. Mais oui, qui reste qu'une personne blanche aussi. Donc peut-être qu'il y aura une envie de renouvellement au sein de certains cadres qui voudront passer à un autre cap. Vous pensez vraiment que ça peut survivre ou sur un émiettement? Bien sûr, l'après France Insoumise sera intéressante à analyser. Et l'après Mélenchon, c'est l'après France Insoumise, c'est fini? Je pense. En tout cas, là-dessus, il faut se référer aussi. Celui qui devait succéder à Mélenchon, en fait, est mort prématurément. Il s'appelait François Delapierre. Je renvoie nos téléspectateurs, justement, à une écoute sur YouTube de son oraison funèbre que fait Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas religieux, selon les déterminations auxquelles on peut penser, mais c'est vrai qu'il rend un hommage laïque qui est assez intéressant, assez profond et assez touchant. Il faut aller écouter ça, parce que Jean-Luc Mélenchon rappelle à quel point il n'a toujours combattu que pour un seul drapeau, qui est le drapeau rouge, absolument pas le drapeau bleu-blanc-rouge. Il combat pour l'internationalisme. Là, on retrouve vraiment les racines trotskistes qui sont vraiment les racines les plus profondes en lui. Et oui, cet après Mélenchon, ça va être aussi assez intéressant à analyser. On va avoir justement une guerre des généraux. Manuel Bompard, malheureusement pour lui, au niveau du charisme, il n'a pas cette ferveur, ou en tout cas cette force, comme vous avez mentionné, chez Mélenchon. Clémence Guettet, qui est en charge aujourd'hui du programme de la France Insoumise, on voit aujourd'hui qu'elle a un cruel déficit aussi d'incarnation. Ils ont du mal à faire monter des personnalités comme ça qui pourraient reprendre le flambeau. On pense à Antoine Léaumont, mais Antoine Léaumont est plutôt assez ridicule comme personnage. Il y avait Quatennens qui était un cran au-dessus, mais qui a été il y a eu des petits problèmes familiaux, de couple ou je ne sais quoi, donc qui a été un peu mis de côté, mais lui avait peut-être plus le charisme. Oui, mais justement, il avait peut-être cette volonté, ou en tout cas cette position pour reprendre le flambeau, mais Quatennens, il a été, ostracisé par justement cette jeunesse radicale d'extrême gauche qui pour eux, ça aurait été un scandale et un affront justement de le faire revenir. Donc on verra s'ils arriveront à faire émerger une personnalité comme ça, mais oui, l'après Jean-Luc Mélenchon en tout cas sera très intéressante à analyser, oui. Et est-ce que ce Jean-Luc Mélenchon qui
on le disait, il a été pendant 3 décennies parlementaire, mais le Jean-Luc Mélenchon qui existe depuis 10 ans, est-ce que c'est pas une aubaine pour la France, ou en tout cas pour les idées politiques, parce qu'il pousse chacun à s'interroger sur les tabous historiques, notamment sur la question de la colonisation, parce que lui a remis quand même le sujet sur le devant de la scène de manière radicale. On peut être d'accord ou non avec ce qu'il dit, mais en tout cas, il met les pieds dans le plat. Sur la question raciale, puisque lui dit clairement qu'il y a un problème et des questions raciales en France que personne n'admet, du Rassemblement national jusqu'au Parti communiste. Tout le monde nie ces questions, si ce n'est en parlant de racisme ou d'islamophobie, etc. Mais il explique beaucoup plus clairement que les autres ce qui est en train de se passer, notamment démographiquement. Et il met en exergue des contradictions, notamment sur la question palestinienne, où des gens, notamment en France, qui se disent nationalistes, n'admettent pas que la Palestine que les Palestiniens puissent avoir leur propre pays. Est-ce que c'est pas ce Jean-Luc Mélenchon qui est extrêmement utile au débat, finalement, aujourd'hui? Bien sûr, parce qu'il a une vision, ou en tout cas, il propose une vision globale. On a mentionné rapidement le cas économique, le cas anthropologique avec la ville, mais même sur le point de vue démographique, Jean-Luc Mélenchon connaît aussi bien que les personnalités de droite les courbes démographiques. Il revient toujours sur cet exemple en disant que la France, avec la Nouvelle France, le concept de Nouvelle France, justement, passe dans un métissage. Il le disait dans un meeting dans l'Aveyron en 2022, il disait d'ici 2050, la moitié de la population française sera métissée. Ce que disait Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Exactement aussi, c'est assez drôle lui de voir ces bascules. Mais la bascule démographique, il la pense. Il connaît aussi bien, je vous le dis, que Éric Zemmour, justement, l'évolution des courbes démographiques. Et là où il est intéressant, c'est qu'il a toujours eu aussi une doctrine ou une idée de la géopolitique. C'est un enfant de la longue décolonisation du XXe siècle. Et c'est un enfant aujourd'hui, en tout cas, du réveil du Sud global. Il a toujours eu aussi une oreille attentive pour le continent sud-américain, qui est pour lui un laboratoire vraiment intéressant, un laboratoire politique intéressant, parce qu'on a vraiment la création d'un populisme de gauche. On se souvient, en tout cas, de ses élans pour, par exemple, la figure d'Hugo Chavez. Il est très anti-impérialiste. Mais là où il se différencie de l'extrême gauche, c'est qu'il a toujours conservé aussi un côté militariste. C'est pour ça qu'il défend, par exemple, Dassault. Ce qui peut le séparer parfois, vous savez, de Nathalie Arthaud, qui est très anti-militaire, etc. Mais lui, il a vraiment une vision globale, à la fois démographique, anthropologique, culturel et géopolitique, qui en fait, c'est vrai, un personnage intéressant, ou en tout cas du moins qui est vraiment intéressant à analyser. Et c'était justement une des raisons de l'écriture de ce livre, c'est que je me suis dit, les historiens futurs, quand ils reviendront sur notre époque, disons d'ici 50 ans, d'ici 100 ans, et qui regarderont à la loupe la situation française politique de notre époque, ils seront obligés de mentionner Jean-Luc Mélenchon. Parce que comme vous le dites, c'est un ennemi politique, il a une vision qui est ennemie en tout cas de la nôtre, en tout cas de la mienne, mais par contre c'est une vision qui nous pose à nous reposer des questions sur la géopolitique, sur la démographie, etc. Donc c'est pour ça à mon avis que c'est vraiment quelqu'un qui est un des piliers politiques de notre époque, pour le meilleur et pour le pire. Alors, le temps va être écoulé, mais alors, je vais vous demander un pronostic pour 2027. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon sera au deuxième tour en 2027? Première question. Et s'il est au second tour, est-ce qu'il sera plus facile pour lui de rallier le centre macroniste, la nébuleuse socialo-macroniste, que Marine Le Pen? Là, postulat de départ de mon livre, je pense qu'il sera au second tour. On l'a vu aujourd'hui... le candidat de RN, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, vont arriver avec une large avance. Par contre, on a vu que le seuil de qualification pour le deuxième candidat est très bas. Le bloc central, notamment à droite, a du mal à faire émerger un candidat néo-sarkoziste qui pourrait reprendre le flambeau, que ce soit Bruno Retailleau ou Édouard Philippe. On voit que le pétard Bruno Retailleau n'explose pas, justement, et Édouard Philippe a tendance à baisser. Quant à la gauche, on voit qu'il y a un émiettement, parce que d'un côté, on a Jean-Luc Mélenchon, de l'autre côté, Raphaël Glucksmann, qui ont bien dit qu'il n'y aurait aucune alliance ni aucun accord entre les deux. Et vous savez, au milieu, on a toute une flopée de petits candidats, Marine Tondelier, Olivier Faure, Roussel, qui justement, eux, tanguent et ne savent pas vers qui pencher. Et puis, concernant le centre-gauche, dans lequel on pourrait mettre Gabriel Attal et Darmanin, là aussi, ça n'explose pas. Donc, il y a vraiment un cruel déficit d'incarnation au niveau du bloc central. Donc, il se pourrait qu'avec un seuil de qualification relativement bas, Jean-Luc Mélenchon puisse s'immiscer au second tour. Et quant à votre deuxième question, je pense qu'à ce moment-là, si Jean-Luc Mélenchon arrive contre un candidat Rassemblement national, il va jouer, vous verrez, le folklore antifasciste,
qui commence d'ailleurs. On a eu par exemple cette qualification dans l'Air, il me semble, cette émission de service public de Jordan Bardella où on faisait un parallèle avec Van Papen. Où on disait Jordan Bardella, vous savez, rencontre des grands patrons du CAC 40, des milliardaires. Ah bah vous savez, dans les années 30, c'est vraiment à ce moment-là où on a eu cette bascule en Europe, quand les grandes bourgeoisies, les puissances d'argent ont rejoint l'extrême droite. Donc on voit que le cabotinage antiraciste, on dit toujours qu'il est aujourd'hui élimé et qu'il ne prend absolument plus, je ne le pense pas. Je pense que le cabotinage antifasciste marche toujours. Et vous verrez un Mélenchon qui se recentrera pour plaire au bloc central. Et là même, on a peut-être une inversion. Vous savez, à l'époque, pendant très longtemps, on ne disait pas qu'on votait FN ou Rassemblement National, mais derrière, on votait Rassemblement National. Et aujourd'hui, on voit que la chose est inversée. On assume qu'on vote Rassemblement National, qu'on vote à droite, mais dans l'isoloir, peut-être que c'est pas aussi simple que ça et qu'au final, on dira « Ah, mais tout de même, je peux pas voter quand même pour la droite, pour l'extrême droite » et qu'on se rapatriera sur le candidat de gauche. Alors qu'aujourd'hui, à gauche, Jean-Luc Mélenchon, présenté comme le bouc émissaire de la politique, c'est peut-être un mouvement inverse. On n'ose plus dire qu'on votera Jean-Luc Mélenchon, mais par contre, une fois dans l'isoloir, on votera pour lui. Donc là, c'est aussi intéressant à analyser, je pense. Une dernière question avant de nous quitter. Vous avez écrit un livre sur Louis Sarkozy, une espèce de portrait au vitriol sur Louis Sarkozy. Maintenant, vous décrivez Jean-Luc Mélenchon. Quelle sera votre prochaine cible? Est-ce que vous en avez une en tête? Non, pas forcément. Là, j'essaye, quoique. Non, petite exclusivité, mon prochain livre reviendra sur le mouvement des Nicolas. Parce que j'ai trouvé que c'était un mouvement assez intéressant. Sur la question de la contestation fiscale. Voilà, et c'est Nicolas qui paie. Je pense malheureusement que c'était un mouvement qui partait d'une bonne intention, mais par contre on voit que le déficit d'incarnation populiste lui a causé tort. C'était un mouvement plutôt de petits cadres sup, avec des revendications légitimes, une fois de plus, avec un État vraiment qui assomme les actifs, au détriment de la classe parasite d'en haut et de la classe parasite d'en bas. Mais par contre, on voit qu'aujourd'hui, le déficit d'incarnation, en tout cas le véritable mouvement contestataire populaire, il faut qu'il soit populiste. Mais il faut qu'il soit populiste avec deux jambes, avec une jambe identitaire et avec une jambe populiste. Et si on a l'un ou l'autre, si on n'a que l'un ou si on n'a que l'autre, justement, on n'a pas un mouvement d'envergure capable de peser. Donc je reviens dans mon prochain livre sur le mouvement des Nicolas. Et en attendant le portrait des Nicolas, nous vous proposons donc de retrouver Mélenchon, le bruit et la fureur, portrait d'un révolutionnaire, donc de Rodolphe Carr, qui est disponible sur le site de TV Liberté. Et c'était aux éditions de la Nouvelle Librairie. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci à vous.